Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Merci député des Alpes-Maritimes. Je rappelle le titre du livre que vous publiez, Je ne regrette rien. L'heure est venue de dire pourquoi chez Fayard. Je vais revenir sur votre livre, mais je voudrais commencer évidemment avec ce qui s'est passé à Nogent, cette ville de 3500 habitants en Haute-Marne, avec le meurtre de cette assistante scolaire par un enfant, un ado. On dira ce qu'on veut, enfant ou ado, moi, 14 ans dans tous les cas, qui ne regrette rien, aucun regret, aucune compassion, dit le procureur. Il ne supportait plus le comportement des surveillants en général, en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine. Bon, il utilisait assez peu les réseaux sociaux, oui, mais un peu attiré par les jeux vidéo violents. Bien, alors pourquoi ce crime ? Qui peut répondre ? Éric Ciotti. Pourquoi ce crime, c'est à la justice de le dire, dans un acte aussi terrifiant, glaçant, et je pense bien sûr à la famille de cette jeune éducatrice, Mélanie, à ses collègues, aux élèves qui ont assisté à cette scène terrifiante. C'est à la justice de dire les ressorts, mais ce que cela traduit de façon globale, si on peut tirer un enseignement, c'est que notre société est de plus en plus violente, c'est que les jeunes ont de moins en moins de repères, vous venez de le dire, qu'ils ne disposaient plus de repères. Donc il faut, je pense, si on doit tirer des leçons, et ça fait très longtemps qu'on aurait dû les tirer, moi j'ai été l'auteur de 2 propositions de loi, ça fait presque 15 ans, c'était en 2010-2011, une pour responsabiliser les parents aussi, pour faire en sorte que ces jeunes aient des repères. C'était un combat contre l'absentéisme scolaire. J'avais fait voter une loi qui permettait de supprimer au bout d'un parcours les allocations familiales. Et j'avais fait voter également une deuxième loi qui avait aussi pour but de rattraper ces gamins en déshérence, qui permettait de faire un encadrement de type militaire dans les EPID, les établissements d'insertion de la défense. Oui. Vous voyez, donc c'est des sujets. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais quel rapport avec le crime de Nogent ? Là, franchement, l'encadrement militaire des mineurs délinquants, ils n'étaient pas délinquants, ils n'avaient jamais connu la justice. Je suis d'accord. Mais quel rapport avec le crime de Nogent ? C'est pour ça que j'ai fait la différence. La situation individuelle, c'est à la justice. J'ai pas les éléments. J'ai pas les éléments d'enquête. On n'a pas les éléments sur le parcours de cet adolescent, mais de façon globale. Moi, je suis élu, je suis parlementaire, on a une responsabilité collective. On constate que notre société, chaque jour, il y a 1000 coups et blessures volontaires dans notre pays. 1000. Ce chiffre a quasiment doublé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a dans notre pays chaque année 5000 homicides ou tentatives d'homicide. Là aussi, ce chiffre a quasiment doublé et c'est un indicateur très pertinent de l'évolution de la violence dans une société. Ce chiffre a quasiment doublé depuis 2012. C'est-à-dire que vous profitez de ce meurtre pour rappeler ces chiffres, quoi. Vous me dites, si j'ai bien compris. Vous m'interrogez en tant que responsable politique, et c'est normal, parce que on ne peut pas que commenter. Moi, je suis pas un commentateur. Non, mais il ne s'agit pas de commenter. Est-ce qu'un homme politique, parce que j'ai vu François Bayrou nous proposer d'interdire la vente de couteaux, j'ai vu Emmanuel Macron nous proposer d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pourquoi est-ce que les politiques ne peuvent pas dire nous n'avons pas de réponse ? Pourquoi est-ce que là, en l'occurrence, vous politiques, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de la classe politique dans son ensemble. Pourquoi n'est-elle pas capable de dire parfois nous n'avons pas la réponse ? Sur le cas particulier, l'enquête dira si ça aurait pu être évité et comment. Mais je ne me résigne pas, je ne me résous pas à ce que le politique soit impuissant. Et l'impuissance du politique, elle nourrit cette défiance aujourd'hui. Donc non, il y a des réponses. Il doit y avoir des réponses collectives. J'évoquais 2 de ces réponses que personnellement j'avais tenté d'apporter à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec son soutien d'ailleurs. Il faut réinstaller de l'autorité. On a perdu des repères, on a perdu de l'autorité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en déshérence. Nos
institutions ne fonctionnent plus. L'école a perdu, le maître d'école a perdu de son aura, de l'expression de son autorité. Et la médecine scolaire est en détresse. Les parents... La médecine scolaire est en détresse. Vous avez totalement raison. Il y a des problèmes de psychiatrie, de santé mentale aujourd'hui qui sont terrifiants. En prison aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui subissent des pathologies psychiatriques. On a fermé des milliers, des dizaines de milliers de lits de psychiatrie. Je le vois dans mon département. Je visite souvent les services psychiatriques et j'étais encore il y a quelque temps au CHU de Nice et aussi à la prison. Quand on regarde les deux sujets, on a une suroccupation d'un côté, on a fermé des lits de l'autre de médecine. Donc tout ça, c'est un sujet global. Il n'y a pas de réponse gadget. Les portiques, les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va pas dans le mauvais sens. Je suis le père d'une adolescente, je vois bien aussi le combat permanent pour éviter et lutter contre les dérives de ces réseaux sociaux. Donc pourquoi pas ? Mais je crois que la réponse, c'est de réinstaller dans notre société de l'autorité. L'autorité dans la famille, l'autorité à l'école, la force dissuasive de la sanction. Voilà, on n'a plus de réponse pour les mineurs délinquants. Alors vous dites, dans le cas particulier, c'était pas concerné, mais il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui basculent dans la délinquance, sur fond de trafic de drogue, qui utilisent les jeunes comme de la main-d'œuvre bon marché. Moi, j'ai ce souvenir, j'ai tourné il y a un mois avec la BAC de Nice, ils ont interpellé à 3h du matin un gamin qui avait 12 ans, il nous a dit qu'il gagnait chaque nuit entre 100 et 150 euros selon le chiffre d'affaires du point de deal. C'est indexé comme dans un commerce. Voilà, donc il faut s'attaquer à tout cela, il faut des centres éducatifs fermés, il faut des structures de placement pour les mineurs, il faut arrêter avec le délire de la réponse éducative. Il faut remettre la sanction au cœur du village, je dirais, remettre un peu de bon sens qu'on a perdu, depuis très longtemps, sans doute depuis 68, et cette phrase, il est interdit d'interdire, on a laissé tout faire, et aujourd'hui, la question est de savoir si on peut encore reprendre le contrôle. Bien, Éric Ciotti, dans votre livre, Je ne regrette rien, vous parlez de l'accord que vous avez passé avec le Rassemblement national il y a un an. Aujourd'hui, on va faire le point, où en est cet accord. D'abord, il y a un homme qui a émergé dans la vie politique française, c'est Bruno Retailleau, ces derniers temps. Vous pourriez le soutenir en 2027, s'il était candidat à la présidence de la République ? Très clairement, non. Et pourquoi ? Parce qu'il est le représentant aujourd'hui d'un système qui a échoué surtout et qui continue à échouer. Vous le soulignez, un an jour pour jour, j'ai passé cet accord, j'étais président des Républicains. J'ai considéré le moment était venu que la droite s'unisse. Toutes les droites, avec des différences, parce que forcément une alliance... Oui, on va voir les différences avec le RN, elles sont nombreuses. Hein. Mais une alliance, c'est l'addition le rapprochement de personnes qui ne sont pas semblables, parce que je ne suis pas au Rassemblement national. J'ai une histoire... pourriez y adhérer ? Non, parce que j'ai une histoire personnelle qui est différente. Je suis gaulliste, je suis issu d'une famille gaulliste, j'ai adhéré à 16 ans au RPR, c'est tout mon parcours, je le relate dans... Oui, le FN a tenté d'assassiner De Gaulle. Je le relate dans ce livre, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a une histoire différente, mais il faut convenir aussi que tout a changé. Et aujourd'hui, est-ce que un an plus tard, il y a eu deux choix. Soit on s'alliait avec Emmanuel Macron, c'est le choix qu'a fait Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ils ont fait ce choix de s'allier au premier tour des législatives avec Emmanuel Macron et au second tour de participer à une coalition qui a été élue finalement, qui allait de LFI à LR, avec 243 désistements réciproques. Est-ce qu'un an plus tard, cette coalition a permis de redresser le pays ? Est-ce qu'il y a plus de sécurité ? Malheureusement, l'actualité apporte une réponse très claire. La violence n'a jamais été aussi forte. Est-ce qu'il y a moins d'immigration ?
on continue à franchir des records d'immigration? Est-ce qu'on dépense moins d'argent public? Est-ce qu'on prélève moins d'impôts? Est-ce que nos services publics, l'éducation, la justice, la santé fonctionnent mieux? Non. Voilà, on voit bien que le pays a continué à s'enfoncer. Ce que je reproche à ceux qui m'ont pas suivi, donc dont Bruno Retailleau, c'est d'avoir été finalement la bouée de sauvetage d'un macronisme en dérive qui, depuis 8 ans, abîme le pays. Sauf que depuis que Bruno Retailleau est devenu président des LR, ou depuis quelques semaines, les LR sont en train de progresser, le nombre de militants augmente, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Moi, je suis pas allé vérifier de près, mais bon, il a relancé un peu LR quand même. Bien. Et que dit-il? Que dit-il? Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Marine Le Pen, dit Bruno Retailleau, est plus proche de Madame Binet de la CGT que de nous. Vous êtes d'accord ou pas? Tout ça, ce sont des éléments de langage. Je les connais bien, je les ai moi-même utilisés et on en abuse, on en use. Aujourd'hui, quelle est la situation politique dans notre pays? Il y a une classe politique qui est aux manettes depuis 40 ans et qui a échoué. Vous avez été... Et dont j'ai fait partie. Donc vous avez échoué. Dont j'ai fait partie, mais je reviens très lucidement dans ce livre. Oui, c'est vrai, sur l'échec, quelque part, de 2012. Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu alors qu'il avait soulevé une immense espérance. C'est que naturellement, ça a été un échec. C'est qu'on n'a pas réussi. C'est qu'on le premier échec que vous avez connu, c'est l'échec avec Édouard Balladur face à Jacques Chirac. Exactement. Ah, c'est le premier échec. Je reviens et j'ai soutenu... Les élites contre le peuple. Pardon, c'était ça. Oui, mais je crois qu'on a manqué certaines occasions d'élire des hommes d'État qui auraient réformé le pays. Donc, je prends ma part de cette situation. C'est pour ça que j'en ai tiré les conséquences. Et aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu ce qu'a été le RPR, un grand parti populaire. Le premier parti de France qui a la confiance des Français. Penser que la droite peut gagner, peut revenir au pouvoir, que les idées de droite, pour moi les idées de droite c'est l'autorité, on en a parlé, c'est l'identité, défendre ce que nous sommes, ce dont nous avons hérité. Je ne veux pas que notre pays, son histoire soit effacée. Et pour moi c'est aussi la liberté d'entreprendre, la liberté. Donc le libéralisme. Économique, pas forcément le libéralisme, la liberté d'entreprendre. Vous n'êtes pas un libéral économiquement? J'assume d'être un libéral économiquement, mais je veux dire que la liberté... Quand je vois vos propositions, vous êtes très libéral. La liberté économique, pour moi, c'est un principe, faire confiance à ceux qui investissent, ceux qui entreprennent. Est-ce que c'est incompatible avec le programme du Rassemblement national? Je crois que dire que c'est un programme de gauche est une totale mais vous avez tromperie, écouté, et c'est une caricature. Mais vous avez quand même écouté le discours de Marine Le Pen lundi. Vous avez le drapeau européen dans votre bureau, Éric Ciotti. Qu'a-t-elle dit lundi? L'Union européenne n'est qu'un empire marchand. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si vous pensez la même chose, si l'Union européenne n'est qu'un empire marchand. Heureusement que c'est un empire marchand. En tout cas, un empire, sûrement pas. Non. Mais marchand, heureusement, non? L'Union européenne, telle qu'elle l'est aujourd'hui, ne me convient absolument pas. Ce que nous avons fait... Est-elle ultra-libérale, comme le dit Marine Le Pen? Non. Il y a une dérive aujourd'hui de l'Europe sur des sujets majeurs. Ce qu'elle dit notamment, je prends un exemple, l'automobile. L'Union européenne, par ses erreurs, a tué l'industrie automobile européenne. On est en train de tuer nos grands champions, et notamment en France, avec des conséquences en coût qui seraient de plus de centaines de milliers d'emplois. L'Union européenne a voulu tuer l'industrie nucléaire. On avait des atouts majeurs. Ce que dit Marine Le Pen, qui est relancé en France. On a besoin, on n'est pas que dans ce monde totalement ouvert. Moi, je suis pour la liberté à l'intérieur, la liberté d'entreprendre. Arrêter d'ennuyer nos artisans, nos commerçants, avec des normes, avec des contraintes qui s'accumulent en permanence. Mais je suis aussi pour de la lucidité à l'extérieur. Voilà, il faut qu'on protège les frontières extérieures de l'Europe. Ce que n'est pas Marine Le Pen. Quand on laisse acheter, c'est ce qu'elle dit, nos entreprises automobiles par les Chinois, quand on subventionne l'industrie automobile chinoise pour affaiblir l'industrie automobile européenne, ça c'est une dérive. Et on aurait besoin d'une Europe stratège qui soit beaucoup moins naïve et qui soit pas ouverte à tous les vents à l'extérieur.
extérieur. Les États-Unis Donc, aussi. Ce qu'elle dit n'est Moins pas... naïve avec les Américains aussi, on est bien d'accord. Mais, avec M. Trump que vous admirez, Éric Ciotti. Monsieur Trump, il défend les États-Unis. Vous l'admirez toujours, d'ailleurs. Est-ce que vous l'admirez toujours? Il défend les États-Unis. Moi, je regarde ce qu'il fait avec intérêt. Il y a naturellement des dérives qui sont choquantes. Ces revirements sur les droits de douane en permanence, c'est un peu déroutant, mais c'est un patriote. Il défend son pays. Eh bien, moi, j'aimerais que nos dirigeants aient le même acharnement pour défendre la France. Voilà. Bien, alors, puisqu'on parle des dérives de l'argent public et de la dette je voudrais vous poser 3-4 questions sur les retraites. Par exemple, le corps va rendre un rapport important aujourd'hui en disant qu'il faut absolument repousser l'âge légal de départ à la retraite. Vous êtes favorable à une part de capitalisation. Absolument. Hein, vous n'êtes pas le seul. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, hier David Lisnard, qui était à votre place aussi, ont la même position. Marine Le Pen, non. Marine Le Pen, non. Je ne l'ai pas entendu se prononcer très clairement sur ce la sujet. Capitalisation, en tout cas, sur l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite. C'est un autre sujet. Oui, on est d'accord. C'est compatible. Mais sur l'effort nécessaire et indispensable sur les retraites. C'est un autre sujet. Moi, je considère que le système tel qu'il dérive aujourd'hui n'est plus viable. Et on ne peut pas éternellement augmenter l'âge de départ à la retraite pour équilibrer le système par répartition. D'autres pays d'Europe le font, beaucoup, dont l'Italie. On peut le faire un peu plus, mais on ne peut pas le faire définitivement. Ce que font d'autres pays d'Europe et qui m'inspire, et c'est pour ça que dans notre troisième forum des libertés, parce que l'UDR que j'ai créé il y a 1 an, travaille beaucoup. Donc on a fait un travail sur la réforme de l'État, sur la réforme des collectivités territoriales, plus que 2 échelons. On a prôné 200 milliards d'économies de dépenses publiques, et le troisième forum était sur la capitalisation. 3 points de cotisation, on a 28 points aujourd'hui sur le salaire de cotisation pour les retraites, 28 points pour les employeurs et les salariés. On en flécherait 3 points de façon obligatoire avec un fonds de transition, parce que si on met des cotisations sur la capitalisation, elles vont manquer sur la répartition, donc il faut trouver de l'argent public. On peut le faire, il y a des solutions très claires, et ça nous apporterait à terme une réponse extrêmement pertinente. Regardez, les Pays-Bas, ils ont un fonds de retraite qui est à l'équivalent de leur richesse nationale. En plus, ça a des vertus, ça permet d'enrichir les retraités. Tous les pays qui l'ont fait, les retraités, ont des taux de retour par rapport à leurs cotisations qui sont incommensurablement beaucoup plus forts. Ils ont des fonds qui vont dans l'économie, qui investissent sur les PME, sur les entreprises, ceux qui nous manquent. Bien sûr. Et ils équilibrent un système. Donc, quand je vous écoute, oui, vous retrouvez votre famille politique classique. Hein, Éric Ciotti. Mais ma famille politique, aujourd'hui, elle est noyée, je le redis, dans le macronisme. Vous disiez tout à l'heure, on est passé sur d'autres sujets, mais les scores augmentent. Non, vous regardez dans les baromètres, dans les sondages, les scores, ils sont DLR, autour, je pense. Hein. Ils sont autour de 8, 10%, 11% dans un sondage législatif, un autre 10%. Ça veut dire que plus de 60 députés, vous en avez 16. Hein. C'est la différence quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'alliance avec LFI. Moi, vous me voyez, moi, président de LR, passer un accord au second tour avec LFI ? Non, mais je ne serai jamais plus regardé dans une glace. Non, mais je vois. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Je vois, le RN votait parfois avec LFI. Ça leur a donné, bien sûr, plus de députés. Mais la réalité, ça conduit à quoi pour le pays ? Ce qui va se passer de décisif, c'est dans 2 ans. On verra bien. Et moi, je ne crois pas... Qui allez-vous soutenir dans 2 ans ? Vous serez candidat vous-même ? Non, je ne serai pas candidat. Je soutiendrai... Marine Le Pen ou Jordan Bardella, quoi qu'il arrive ? Le candidat de notre alliance, parce que je crois que ce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ce que j'ai fait plutôt, oui. Éric Ciotti. Ce que j'ai fait très clairement. L'un ou l'autre ? Très clairement, oui. Nous verrons aujourd'hui... Qui préféreriez-vous
aujourd'hui, qui préféreriez-vous? Aujourd'hui, la candidate du camp national, en tout cas du Rassemblement national avec lequel l'UDR a une alliance et une alliance durable dont je suis fier, c'est Marine Le Pen. Il y a un débat judiciaire, il y a des rendez-vous judiciaires. Moi, Marine Le Pen a dit très clairement les choses. Je suis candidate. Si la justice m'empêche de l'être, le candidat sera Jordan Bardella. Vous le soutiendrez? Pour moi, je le soutiendrai si cette hypothèse naturellement, qui serait un choc très brutal parce que ça priverait quelqu'un qui a aujourd'hui une légitimité forte et surtout un soutien très fort des Français de se présenter pour des raisons d'interprétation d'un règlement européen obscur et administratif sans aucun enrichissement personnel. Si on empêchait, comme quelque part on a voulu empêcher François Fillon en 2017... il s'est empêché lui-même aussi. Il s'est empêché lui-même. On a eu une procédure que jamais accepté de costume gratuitement, vous, Éric Ciotti. Que jamais dans l'histoire... vous savez, ces costumes, ils nous ont coûté cher. Oui, ça nous ont coûté cher. Ils n'ont pas coûté cher à François Fillon, mais ils vous ont coûté cher. Ils ont coûté cher au pays. Au pays, oui. Parce que depuis l'élection de M. Macron, nous avons eu 1200 milliards d'euros de dettes. Et quelquefois, on fait des leurres, des diversions. Mais ça, c'est de la communication. On a mis le focus sur une histoire de costume qui était finalement assez ridicule. Et on est passé à côté d'un homme d'État qui aurait redressé le pays. Et on a livré le pays à des apprentis sorciers qui l'ont ruiné. Voilà la réalité. Oui, et ça aussi, il faut que les électeurs... Dans votre livre, vous rappelez combien Nicolas Sarkozy a contribué. Il faut que les électeurs soient lucides. Il faut que les électeurs soient lucides, un moment qui se disent qu'on ne leur fasse pas prendre des vessies pour les lanternes, parce que tout ça a été monté aussi, on le sait. Bien. Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Nice ? Alors, ça fait plusieurs fois que vous me posez la question. Je vous pose la question parce que maintenant ça approche et qu'il va bien falloir que vous disiez oui, à un moment donné ou à un autre. Je dois tout à Nice. Je suis député de Nice. 5 fois réélu, et cette ville, j'y suis né. Je relate dans ce livre combien ces liens sont charnels. Et je me prépare à cette échéance. Je me prépare à cette échéance. Je porterai, vous me le permettrez, vous m'en excuserez, mais cette réponse, je la donnerai aux Niçois. On la connaît. À Nice. Vous la donnerez aux Niçois à Nice, mais vous nous l'avez donné ce matin. Et dans pas très longtemps. Bon. Et vous nous l'avez donné ce matin, vous serez candidat à la mairie de Nice. Si vous êtes candidat à la mairie de Nice, vous abandonnerez votre députation. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Bien. Merci Éric Ciotti d'être venu nous voir ce matin. Je ne regrette rien aux éditions Fayard. Merci beaucoup.